Bonjour Anne-Sophie Pierry. Bonjour Clémentine. Et bonjour Sikou Niakaté, bienvenue sur TV5 Monde. Alors on vient de voir un extrait de votre documentaire Dans le noir, les hommes pleurent, réalisé en 2020, un film qui abordait la question de la masculinité et des souffrances associées au fait d'être un homme, notamment des hommes issus des quartiers pauvres. Oui Clémentine, et puis c'est un thème qui revient aussi dans ce livre, Dans le noir, je crie, qui est un récit littéraire à la première personne, qui est votre premier livre, Sikou Niakaté, qui vient d'être publié aux éditions Stock. Et c'est un livre qui retrace votre parcours en tant qu'homme noir. Vous vous interrogez dans ce livre et vous demandez qu'est-ce qu'être un homme. Alors moi je vous pose la question, Sikou, qu'est-ce qu'être un homme et plus particulièrement, qu'est-ce que c'est que d'être un homme noir qui grandit en France? Alors déjà, merci de m'accueillir. Être un homme noir qui grandit en France, je pense que c'est être au cœur d'un labyrinthe intime qui est incroyable. Évidemment, il y a la masculinité, et la masculinité souvent des quartiers, qui est exacerbée, surtout à l'endroit du physique. Il y a évidemment le rapport à l'identité, qui est très complexe, parce que on nous reproche très souvent de ne pas être totalement français, et en même temps, on a un rapport à nos pays d'origine qui est assez lointain, donc le rapport à l'exil est très particulier. Et évidemment, il y a toute cette part intime qu'on met de côté pour pouvoir survivre très souvent dans des espaces très pauvres, très compliqués. Et on se retrouve à, je dirais, abandonner une part de nous-mêmes. Et donc c'est très compliqué, vraiment. Mais justement, cette question de la masculinité dont vous parlez dans votre livre et puis déjà dans ce premier documentaire, pourquoi c'est une question qui revient sans cesse dans votre travail ? Parce que je me suis rendu compte qu'elle avait structuré ma vie, qu'est-ce que je dois être en tant qu'homme, et que cette question-là avait été la question qui avait, au fond, contrôlé toute ma vie, toutes les décisions que j'ai pu prendre, et je me suis rendu compte aussi qu'elle contrôlait la société, vu qu'on est encore dans une société qui est pas mal pilotée par les hommes, on peut le voir à pas mal de postes de responsabilité, et donc la question d'être un homme, j'ai l'impression qu'au fond, c'est presque la question de comment est-ce qu'on considère le pouvoir aujourd'hui. Et d'un point de vue politique, ça m'intéresse. Et alors justement, il y a encore beaucoup de préjugés auxquels les personnes et les hommes noirs doivent faire face. Quels sont, selon vous, ces plus gros préjugés ? Alors, il y en a énormément. Celui qui m'écrase le plus encore aujourd'hui, c'est celui de la dangerosité, le fait de faire peur. Et c'est en même temps un préjugé qui est assimilé à une injonction qui est qu'en tant qu'homme noir, je dois être dans cette masculinité de corps très physique, très, d'une certaine manière, très dominante. Donc à la fois j'ai une injonction qui a des répercussions sur moi dans la société vu que j'en paie les conséquences par le fait de faire peur un peu partout. Il y a évidemment les émotions qui sont proscrites, les considérations autour de la santé mentale qui sont inexistantes, et il y a aussi évidemment toutes les injonctions autour de la bestialisation du corps, de la taille supposée des hommes noirs. C'est un tout qui finalement finit par nous mettre dans une petite case dont on sort très difficilement. Alors, dans votre livre, vous racontez à un moment que le petit Sikou que vous étiez, vous avez rêvé de quitter ces quartiers pauvres dont vous étiez issu. Vous fantasmiez d'arriver dans des milieux bourgeois que vous pensiez épargnés de toute violence. Vous avez fait la rencontre à l'adolescence de quelqu'un qui vous a permis un peu de vous émanciper de votre milieu social. Sauf qu'arriver dans ces milieux plus bourgeois que vous pensiez être un refuge, ça n'a pas du tout été le cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous. C'était... je dirais un choc, mais qui a eu plusieurs vagues au fond. La première vague, c'était le choc de la pauvreté. Je me suis rendu compte que j'étais le seul pauvre dans un monde qui ne l'était pas, où personne ne l'était. Et donc là, j'ai eu vraiment une honte de classe, une honte sociale immense. Et j'ai tout fait pour me métamorphoser, pour au fond adopter les codes bourgeois dans ma manière de parler, de m'habiller, de me comporter. Simplement, je me suis rendu compte assez rapidement que ça ne servait pas à grand-chose, parce que j'étais le seul noir là où personne ne l'était. Et évidemment que là, j'ai vraiment rencontré le racisme quotidien, subtil, parfois insonore, mais qui est tout le temps dans l'atmosphère. Ce racisme-là que je subissais pas vraiment au quartier quand on était entre nous. Et ça a été un grand désenchantement, clairement.
Sikou Niakhaté, ce racisme que vous évoquez, vous avez le sentiment qu'il évolue, qu'il gagne en amplitude. On est aujourd'hui, on en parlait, c'est une journée de manifestation, journée très politique, avec des crispations identitaires aussi de plus en plus fortes dans la sphère sociale et politique. Est-ce que vous avez justement l'impression que ce racisme à l'égard des non-blancs gagne en intensité? J'ai l'impression qu'il gagne en intensité, de manière très forte et de manière très virulente, notamment à travers les réseaux sociaux. Moi, je sais et je peux vous dire qu'il y a énormément de personnes noires qui se sentent en insécurité physique de plus en plus. On peut le voir dans certaines villes avec des groupes d'extrême droite qui parfois, commettent, j'ai même pas envie de rentrer dans la précision, mais commettent des actes qui sont ignobles, je trouve. En tout cas, des violences pénalement oui, répréhensibles. complètement. Et puis, simplement, on peut le voir, moi je le vois déjà dans les regards. Parfois, je sens des regards très longs dans la rue, en terrasse, dans le métro. Enfin, c'est très compliqué. Et surtout, concrètement, je pense que on est à une époque, à un moment où la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour, en fait, se sentir en sécurité se pose vraiment. Quand on sait que cette question est totalement inexistante, dans le débat public, c'est très compliqué. On se sent un peu abandonné. Dans votre livre, à un moment, vous avez eu des mots très forts qui m'ont personnellement un peu bouleversée. Vous dites être, je cite, en exil intime, un apatride. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement ? J'ai envie de dire par là que je me sens français, mais je me sens toujours un Français à part, un Français qui est un peu mis de côté, un Français qui doit prouver sa citoyenneté constamment, et c'est très compliqué. Et en même temps, le rapport que j'ai au pays d'origine de mes parents est un rapport très distant, très lointain, alors même qu'à chaque fois on me ramène à lui. Et donc j'ai l'impression d'être dans un trouble identitaire où au fond je ne trouve ma place nulle part. Et ce qui est frustrant, c'est de chercher sa place tout le temps. Et en même temps, avec le temps, j'ai l'impression que peut-être que ça peut être une richesse de justement ne jamais s'asseoir, ne jamais stopper, être toujours en mouvement, se questionner le monde. J'ai l'impression que ça devient une richesse quand on arrive à passer par-dessus la violence que ça suppose, parce que c'est très violent. Alors, dans votre livre, donc c'est une autobiographie, je crois que tout est vrai, mais il y a une partie qui relève de la fiction, c'est que le petit Sikou que vous étiez trouve un enregistreur et enregistre des messages adressés donc au Sikou adulte en lui demandant de sortir du quartier, etc., etc. Et on a retrouvé, en recherchant, on a retrouvé des images de vous, jeune, quelques rares images, comme vous pouvez le voir. Alors, aujourd'hui, moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez envie de dire au Sikou que vous étiez, au jeune Sikou ? Si je pouvais lui parler, je lui dirais que le monde est très souvent brutal pour les gens comme nous, pour les gens qui ont cette couleur de peau, et qu'il faut qu'il soit très résistant pour ne pas sombrer ou pour ne pas avoir un sentiment de rage immense. Et en même temps, je lui dirais que dans ce trouble, dans cette violence et dans, justement, on en parlait juste avant, dans cette incapacité à pouvoir trouver sa place, il y a potentiellement une richesse à l'idée d'être poreux à tout. Je lui dirais de croire au beau malgré tout, malgré tout. Eh bien, ça sera un très beau mot de la fin. Merci infiniment à tous les deux.